Bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 29 octobre 2025 et notre ami Scott Ritter est avec nous. Bienvenue à nouveau, Scott. Welcome back, Scott. Merci de m'avoir invité. Let me start, Scott, with the new missile. Permettez-moi de commencer, Scott, avec le nouveau missile, le missile Burevestnik. Il est un peu difficile de prononcer certains de ces noms. Quand on regarde la technologie qu'ils ont utilisée, ils affirment qu'il s'agit d'un nouveau type de technologie nucléaire qui pourrait aussi avoir des applications civiles, comme dans le programme spatial. Comment voyez-vous cela? Y a-t-il une réelle différence entre les deux? Parce que ce nouveau missile est un missile de croisière et l'avant-garde était un missile balistique, si je ne me trompe pas. C'est bien cela? Eh bien, je suppose que la genèse de ces deux systèmes d'armes provient de points de départ différents. Le Burevestnik est un système issu de la décision de Donald Trump en 2019 de se retirer du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. À cette époque, les Russes ont déclaré « Très bien, vous vous en retirez, mais nous ne développerons pas de nouveaux missiles à portée intermédiaire. Nous instaurerons un moratoire volontaire, à moins que vous ne déployiez des missiles à portée intermédiaire en Europe. » Et malheureusement, nous l'avons fait. Nous avons déployé un système de lancement, un lanceur de type Aegis Ashore Mark 41, qui n'était pas équipé de Tomahawk, bien qu'il aurait pu l'être, mais qui était équipé du missile SM-6 Typhoon. Et les Russes ont dit, « Vous l'avez violé. Vous avez introduit un système compatible avec le traité INF. » Ils ont donc commencé à développer un système de remplacement. Ils disposaient d'un missile, le RS-26, qui était en cours de développement au moment de la négociation du traité New START. Le problème concernait la portée. Selon la charge utile installée, il pouvait s'agir soit d'un missile de portée intermédiaire, car dès qu'un missile est testé à une portée intermédiaire, il devient un missile de portée intermédiaire, soit d'un ICBM, c'est-à-dire un missile capable de parcourir de plus longues distances. Et les Russes, dans l'intérêt de mener à bien le traité New START, ont décidé de mettre le Roubaix en veille en 2017, si je ne me trompe pas. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'opération militaire spéciale en cours et les menaces d'utilisation de missiles Attack-MS, les Russes ont décidé de passer de la recherche et du développement à la création d'un système opérationnel. Ils ont développé, en très peu de temps, ce missile appelé le Roubaix. C'est un dérivé du RS-26, mais il utilise une technologie entièrement nouvelle. Les Russes n'en parlent pas beaucoup, mais d'après certaines informations de renseignement rendues publiques, il utilise un étage propulseur issu du missile Yars, qui est un ICBM. Il pourrait utiliser un deuxième étage provenant du missile Sarmat, un ICBM avancé, qui, je crois, n'a été testé en vol qu'une seule fois. Il utilise un véhicule de rentrée adapté d'une version moderne du système Yars, équipé de plusieurs ogives. Ensuite, il emploie une toute nouvelle conception d'ogive, ce qui lui vaut le nom d'Ereshnik, ou noisette. Si vous regardez un noisetier, vous voyez les fruits suspendus. C'est à cela que cela ressemble en arrivant. Les Ukrainiens, vous savez, ont récupéré des pièces provenant du missile Bulava, qui est un missile balistique lancé depuis un sous-marin. Cela signifie que les Russes ont pris des composants de divers missiles existants et les ont assemblés. C'est quelque chose qu'ils ont déjà fait par le passé. Cela remonte à l'Institut de technologie thermique de Moscou, qui est le bureau de conception de ce missile. Il s'appelait autrefois le bureau Nadiradze. C'est leur manière de procéder. Le missile SS-16 est devenu le SS-20, qui est ensuite devenu le SS-25. Vous savez, ils développent leur système de missiles. Mais l'Ereshnik est une réponse au traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, et il a été conçu pour être un missile qui menace l'Europe. En effet, lorsqu'il a été annoncé,
Medvedev, dans l'un de ses tweets acerbes, a déclaré que toutes les cathédrales d'Europe, les grands centres culturels du continent, risquaient désormais d'être détruits par l'Ereshnik. Voilà dans quoi l'Europe s'est engagée en s'impliquant dans le conflit en Ukraine. L'Ereshnik, j'en suis sûr, a une lignée complètement différente. Tout d'abord, le concept d'un missile de croisière à propulsion nucléaire n'est pas nouveau. En 1957, l'industrie de la défense soviétique a émis une demande pour un missile de croisière à propulsion nucléaire. Les Russes et les États-Unis essaient d'en développer un depuis cette époque. Nous en avons construit un. Je crois qu'on l'appelait le Scram, mais je n'en suis pas sûr. Sauf que le nôtre était sale. Lorsque nous avons essayé de le faire voler, il laissait simplement une traînée de déchets radioactifs dans l'air. Nous avons dit, c'est irréalisable, cela n'a aucun sens. Et nous avons arrêté. Les Russes ont continué pendant la guerre froide. Puis ils l'ont mis en veille, comme beaucoup d'autres projets, à la fin de la guerre froide. L'Union soviétique a manqué d'argent et la Fédération de Russie était en faillite. Donc beaucoup de ces projets sont simplement restés en suspens. Parce que George W. Bush s'est retiré du traité sur les missiles antibalistiques en 2002, et parce que les États-Unis ont commencé à déployer des systèmes de défense antimissiles. D'abord l'intercepteur basé au sol à Fort Greely en Alaska. Nous affirmons que c'est pour abattre les missiles nord-coréens, mais il peut aussi intercepter des missiles russes, ou du moins essayer de le faire lorsqu'ils passent au-dessus de la Corée du Nord. Ensuite, nous avons installé le système Aegis Ashore Mark 41 en Pologne et en Roumanie, et nous avons déployé des navires équipés du système Aegis dans le monde entier, dotés d'intercepteurs avancés SM-3 et SM-6. Ce sont les mêmes que nous utilisons pour abattre les missiles iraniens, ou du moins tenter de le faire, lorsqu'ils sont tirés contre Israël. Et les Russes disent, donc, vous avez construit le bouclier antimissile, et nous vous avions dit de ne pas le faire. C'est pourquoi Vladimir Poutine, en 2018, a fait une présentation dans laquelle il a déclaré « À cause de ce que vous avez fait, nous n'avons pas d'autre choix que de développer de nouveaux systèmes d'armes capables de déjouer tout bouclier antimissile que vous mettrez en place. » Et c'était une attaque multispectrale, une approche à large spectre visant à comprendre comment surmonter la défense antimissile. L'un des systèmes qu'ils ont annoncé était le Sarmat, un missile balistique intercontinental lourd doté de plusieurs ogives. Ce qu'il faut savoir à propos du Sarmat, c'est que sa portée lui permet de ne pas survoler le pôle Nord, qui est la trajectoire d'attaque standard où nous avons aligné tous nos radars d'alerte précoce. C'est pour cela que nous apprécions le Groenland. Il nous offre une alerte anticipée. Non, il arrive par le sud, là où il n'y a ni alerte précoce, ni défense antimissile potentielle. Il sera simplement lancé, arrivera, rien ne pourra l'arrêter, et il détruira toutes les cibles. Ils ont mis au point l'Avant-Garde, qui est un véhicule de rentrée hypersonique et manœuvrant actuellement équipé sur le missile SS-19, un missile basé en silo, mais il a aussi été installé sur le SS-27, et le Sarmat peut également le transporter. En gros, cette ogive ne peut pas être abattue. Elle est hypersonique. Elle vole à des vitesses impossibles à intercepter. Elle manœuvre, et c'est une arme de frappe de précision. Ils ont aussi développé le Poséidon, et je crois que Poutine a fait une annonce aujourd'hui ou hier à propos du Poséidon, qu'ils l'ont testé, pas la charge nucléaire, mais le concept du système. Et c'est dévastateur. Le Poséidon est essentiellement une grande torpille nucléaire, d'une puissance d'environ 100 mégatonnes, qui serait lancée pour se positionner au large des côtes des États-Unis ou de tout autre pays possédant des voies navigables côtières. Le moment venu, elle exploserait, provoquant une gigantesque vague de destruction sur les villes côtières. Le dernier système que Poutine a présenté est le Burevestnik, le missile de croisière à propulsion nucléaire.
Le concept ici est qu'il dispose d'un missile de croisière à portée illimitée, ce qui signifie qu'il n'a plus besoin d'aller simplement du point A au point B. Il peut contourner la défense aérienne, échapper à la défense antimissile, arriver par le sud et voler indéfiniment. Il pourrait également être lancé de n'importe où, de sorte que les Russes n'auraient pas à le maintenir sur des batteries côtières proches de la cible. Il peut être stocké dans le flanc d'une montagne en Sibérie, sorti et lancé, et il atteindra n'importe quelle cible sur Terre. Lorsqu'on considère l'ensemble de ces armes, elles rendent caduque toute idée de système de défense antimissile. Vous savez, Donald Trump parle du bouclier doré, du dôme doré, de la création de ce système de défense antimissile. Tout ce que Poutine vient de présenter vaincra ce système de défense avant même qu'il ne soit opérationnel. C'était son objectif, et c'est pour cela que le Burevestnik a été développé. On ne peut pas le considérer isolément. Il faut le voir comme une arme appartenant à une famille d'armes conçue pour offrir une approche à large spectre visant à neutraliser la défense antimissile américaine. Est-ce suffisant pour que l'Europe n'intensifie pas le conflit en Ukraine? Reçoivent-ils le message de la Russie? L'Europe ne peut pas intensifier son engagement en Ukraine. Que veux-tu dire par là? Que va faire l'Europe? J'adore toujours cette question. Que va faire l'Europe? Donne-moi une seule chose que l'Europe va faire en Ukraine. Une seule. 2000 légionnaires français, ils sont morts dès le premier jour. Littéralement, ils franchissent la ligne de départ. Ils meurent. 5 avions de chasse? Où ça? Quels avions? Ils vont construire une usine d'avions de chasse en Ukraine. Combien de temps penses-tu que ça tiendra avant d'être détruit? Il n'y a rien que l'Europe puisse faire à part injecter plus d'argent dans tout ça. Et l'argent n'achète pas des hommes. Le problème de l'Ukraine en ce moment, c'est le manque de main-d'œuvre. Un manque aigu de main-d'œuvre. Il y a déjà un nombre important de mercenaires sur place, mais il n'y a pas assez de temps. Ils n'ont plus le luxe du temps. On ne peut pas passer 4 mois à former une armée de mercenaires. Ceux qui partent maintenant reçoivent 2 semaines d'entraînement, sont envoyés sur la ligne de front et ils meurent. C'est tout. Donc il n'y a rien que l'Europe puisse faire. Ce ne sont que des paroles. Que des paroles. Que des paroles, littéralement. Ils ne peuvent rien faire. Et selon moi, l'essentiel, c'est l'argent. C'est ce qui parle à Donald Trump et à son administration. C'est pour ça qu'il essaie d'obtenir quelque chose. Il ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Penses-tu qu'il fasse pression sur l'Europe? Je ne vois pas ça se produire. Donald Trump vit dans un monde imaginaire. Il a abandonné ce conflit. Il a dit, c'est la seule fois où il a admis une défaite. Je pensais que j'aurais pu empêcher cette guerre, mais cela s'est révélé bien plus difficile. Donc il n'essaie même plus. Il a dit à l'Europe, c'est votre affaire. Celle-là, c'est pour vous. Faites-le. Écoutez, ils viennent juste de faire. Vous savez, sous l'administration Biden, nous envoyons une brigade blindée en Europe pour renforcer l'Europe. En Europe. En général, nous l'envoyons vers le nord. Donc elle opère en Pologne et dans les États baltes, effectue une série d'exercices, puis détache quelques bataillons qui descendent en Roumanie pour s'occuper des États balkaniques. Ensuite, nous sommes passés à 2 brigades. Nous avons donc la brigade du Nord et maintenant une brigade du Sud. Les États-Unis viennent d'annoncer qu'ils en ont terminé. La 3e division d'infanterie vient d'envoyer une brigade de combat en Roumanie où elle reprend cette mission. Et lorsque cette mission prendra fin dans 6 mois, il n'y aura pas d'unité de remplacement. C'est terminé. Nous avons fini. C'est fini. Nous n'allons pas faire la guerre contre la Russie en Ukraine. L'affaire est réglée. Si nous voulions fournir des Tomahawks dans le cadre d'un ensemble de mesures visant à intensifier le conflit vers une confrontation décisive avec la Russie,
nous enverrions des brigades supplémentaires en Europe. Nous sommes en train de nous désengager de l'Europe. Nous ne voulons pas de guerre, et nous savons que l'Europe ne s'engagera pas dans une guerre. Nous savons ce que l'OTAN peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. L'OTAN peut parler, c'est tout. Cette guerre prendra fin lorsque la Russie aura gagné la guerre. Tragiquement, c'est la réalité. Les Russes viennent de mettre Trump en garde. As-tu remarqué comment ils ont inversé le récit? Avant, c'était Trump qui disait « Nous aurons une rencontre avec Vladimir Poutine lorsqu'il sera prêt à nous proposer un plan de paix acceptable. » Les Russes ont répondu « Oui, nous n'envisageons pas de rencontre avec Donald Trump tant que les États-Unis ne seront pas réalistes à propos de la paix et ne présenteront pas une politique réaliste. » Ils ont inversé la situation. C'était à la Russie de le fournir. Maintenant, les Russes disent « Non, nous sommes satisfaits de ce qui se passe ici. Nous maîtrisons la situation. Vous voulez changer cela? Vous devez venir avec un plan de paix acceptable. Et vous connaissez nos conditions. » C'est pourquoi Marco Rubio a annulé la réunion. Parce que les Russes n'allaient pas céder du tout. Et Rubio n'était pas prêt à faire ce qu'il fallait pour obtenir l'accord, c'est-à-dire faire pression sur l'Europe. Parce que Marco Rubio, au fond de lui, déteste Donald Trump. Tout le monde doit comprendre cela. Il n'aime pas Donald Trump. Il méprise Donald Trump. Il croit au plus profond de lui-même qu'il pourrait être un meilleur président que Donald Trump. Et il a un programme. Son programme, c'est la guerre. C'est un néoconservateur dans l'âme. Donald Trump aurait dû le savoir. Mais vous savez, Donald Trump a pris 100 millions de dollars de Miriam Adelson. Vous savez, Rubio était censé être vice-président, mais Trump a dit non, je ne supporte pas cet homme. Je ne peux pas être avec lui tous les jours. Alors, à la place, il l'a nommé secrétaire d'État. Mais maintenant, il est à la fois secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale. Lors de son dernier mandat, Donald Trump admet aujourd'hui qu'il a été trahi par Mike Pompeo, son secrétaire d'État, et John Bolton, son conseiller à la sécurité nationale. Et il a dit « J'ai appris ma leçon ». Eh bien, il n'a pas tiré la leçon, car maintenant il a pris Pompeo et Bolton, les a fusionnés en une seule personne, et c'est Rubio qui le déteste, qui le trahit à chaque étape. Et Rubio s'est entouré, vous savez, de compagnons de route, Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, qui est au fond un russophobe, le soi-disant génie derrière les sanctions contre Lukoil et Rosneft, qui échoueront en un instant. Puis il y a Keith Kellogg, qui est, vous savez, le chuchoteur de Poutine, le chuchoteur de Zelensky, hautement décoré par le gouvernement ukrainien pour avoir fait ce que le gouvernement ukrainien voulait. Et c'est l'homme qui, vous savez, murmure à Donald Trump. Rubio est l'ennemi de la paix, et Donald Trump laisse cela se produire. Scott, tu es allé en Russie, et nous en avons déjà parlé. Donald Trump a dit que des gens faisaient la queue dans les stations-service en Russie. J'ai parlé avec John Helmer, et il a dit que cela pouvait arriver à cause d'une certaine forme de mauvaise gestion, mais que ce n'était pas un problème systémique en Russie. Ils peuvent, tu sais, prendre une photo d'une file d'attente quelque part en Russie, mais cela n'a pas vraiment de sens quand on regarde la situation dans son ensemble. La condition interne du pays. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'état d'esprit de l'OTAN et ce qu'ils essayent de transmettre à Donald Trump en termes d'information et de renseignement? Qu'est-ce qui cloche là-dedans, sachant que tu es allé en Russie et que tu l'as vu de tes propres yeux? Eh bien, tout d'abord, l'Europe et l'OTAN n'existent pas dans un monde régi par la réalité. Elles vivent dans un monde imaginaire qu'elles ont elles-mêmes créé. Nous avons affaire à une élite politique et économique qui a adhéré à l'idée selon laquelle, vous savez, l'Union européenne serait cette singularité viable et intégrée, capable de se tenir sur ses deux jambes et de rivaliser avec les États-Unis. Elle était censée être une entité d'importance mondiale.
soutenu par une alliance transatlantique, l'OTAN, qui était la plus puissante du monde. Mais à la fin de la guerre froide, deux problèmes sont apparus. Premièrement, l'Europe est une réalité dysfonctionnelle. Il n'existe pas de singularité européenne. Il existe différentes nations, et chacune de ces nations a ses propres priorités. Il y a une Europe de l'Est, une Europe de l'Ouest, une vieille Europe, une nouvelle Europe, une Europe du Nord et une Europe du Sud. Elles sont toutes différentes, et vous ne parvenez pas à les rassembler. Même lorsque l'Union européenne était relativement en bonne santé, souvenez-vous de la crise grecque si vous vous en rappelez, la différence entre les deux grandes banques concurrentes, les politiques libérales de Paris et les politiques conservatrices de l'Allemagne, ne s'est jamais comblée. Et c'était à l'époque où l'Union européenne était considérée comme en bonne santé. Aujourd'hui, l'Union européenne est dysfonctionnelle. Ces deux grandes banques ne fonctionnent plus. La banque française est en faillite. La banque allemande est ruinée. Il n'y a plus de système bancaire en Europe. Ils improvisent au fur et à mesure. Mais ces élites politiques ne peuvent pas admettre la défaite, car dès qu'un politicien admet sa défaite, il est remplacé. Ils doivent donc continuer à mentir au peuple. Que se passe-t-il quand on a des problèmes internes? On cherche des causes externes. L'OTAN ne peut pas être maintenue sans menace. Nous avons donc commencé à étendre l'OTAN dès le début, dans les années 1990, quand la Russie était faible. L'idée était, nous allons considérer la Russie comme une menace potentielle. Nous devons nous étendre pour maintenir la Russie à terre, pour justifier cela. Donc nous avons fait toute l'expansion, toute la discussion, mais c'est un peu comme dire je vais me mettre en forme, puis acheter des magazines de musculation et regarder les photos, sans jamais aller à la salle de sport. Et c'est ce que l'OTAN a fait. Ils sont restés là pendant des décennies à dire nous allons être forts, nous allons nous étendre, mais ils ne sont jamais allés à la salle de sport. Et maintenant, nous avons une situation où la force militaire de l'OTAN s'est atrophiée. Il n'y a plus de force militaire. Aucune. Absolument aucune. Ils ne peuvent pas se déployer. Ils n'ont pas de capacité logistique. Et je conseillerais à tous les soi-disant stratèges de salon dans votre auditoire, à quiconque doute de ce que je dis, d'étudier la logistique. Étudiez l'art de la logistique. Étudiez ce qu'il faut pour faire la guerre. Vous comprendrez pourquoi on dit que la tactique est l'affaire des amateurs. La logistique, c'est là qu'on gagne les guerres. C'est là que réside votre génie. Étudiez la logistique française. Examinez le dernier grand exercice logistique français. Combien de troupes ils ont pu déplacer, sur quelle distance et comment ils ont pu les soutenir. Et soudain, vous réalisez que l'idée que la France envoie une force expéditionnaire en Europe, en Ukraine, est une plaisanterie absolue, parce qu'ils en sont incapables. La seule nation disposant de capacités logistiques durables à l'échelle mondiale, ce sont les États-Unis d'Amérique. Nous le faisons mieux que quiconque dans le monde. Et nous nous préparons à nous désengager de l'Europe. Donc l'Europe n'a aucune force. L'OTAN est une véritable plaisanterie. Mais ces politiciens ne peuvent pas admettre la défaite. Et regardez-les en ce moment. Regardez Macron. La France est un cas désespéré. Regardez Scholz. L'Allemagne s'effondre économiquement à l'heure où nous parlons. Regardez chaque nation. Regardez Starmer. Même l'Italie rencontre des problèmes. Donc, l'Europe n'est pas en bonne santé. Nous assistons à l'effondrement de l'Union européenne. Nous avons déjà vu de profondes fractures au sein de l'Europe, et elles ne feront que s'aggraver. Fractures économiques, fractures politiques. Et l'OTAN elle-même est incapable de prendre une décision unifiée. C'est une organisation dysfonctionnelle qui, en ce moment, est menée par le bout du nez par les pays baltes et les Polonais. Mais la réalité économique dictera que l'OTAN ne peut pas faire ce qu'ils veulent qu'elle fasse.
Et une fois que les États-Unis, regardez ce qui se passera quand nous retirerons la division lourde de Roumanie. Regardez à quel point les Roumains deviendront paisibles. Dès que le grand frère américain dira « Je ne te couvre plus, je m'en vais », regardez à quel point une partie de l'Europe deviendra docile. Vous voulez voir les Polonais devenir de petits garçons obéissants qui se font dessus. Que l'Amérique retire sa division, son quartier général de corps d'armée, son quartier général de division et sa brigade de Pologne. Puis regardez ce que feront les Polonais. Vous voulez voir l'Allemagne paniquer? Retirez les troupes américaines d'Allemagne. Cela va arriver. Nous en avons assez. Nous en avons assez de l'Europe. Nous en avons assez de la stupidité de l'Europe. Nous n'allons pas jouer à ces stupides jeux européens. Mais cela va se faire progressivement. Nous ne pouvons pas le faire de manière précipitée. Ce que nous observons en ce moment, c'est la fin de l'Europe telle que nous la connaissons. L'Europe existera toujours, géographiquement, mais démographiquement. Qu'est-ce que l'Europe aujourd'hui? Avec le taux d'immigration élevé actuel, qu'est-ce qui définit un pays européen? Les Allemands sont-ils encore Allemands? Les Suédois sont-ils encore Suédois? Les Français sont-ils encore Français? Ou bien s'agit-il d'un amalgame d'ethnies qui se sont installées et ne partagent pas les mêmes valeurs culturelles? Que signifie être Français aujourd'hui? Autrefois, cela voulait dire que l'on était en quelque sorte catholique romain et porteur des valeurs françaises classiques. Aujourd'hui, on peut être musulman et n'avoir rien en commun avec les rois de France d'autrefois. Donald Trump ressent-il la menace de laisser la guerre en Ukraine entre les mains des Européens? Si quelqu'un fait quelque chose de stupide, comme attaquer la Russie depuis la Pologne ou depuis l'Allemagne, Ils ne vont pas le faire. Il n'y a pas de si là-dedans, Nima. Il n'y a tout simplement pas de si. Littéralement, il n'y a pas de si. Tu ne peux pas formuler un plan concevable. Personne ne le peut. Combien de soldats polonais vont attaquer la Russie? Quand, où et comment? Avec quelle armée? Ils n'en ont pas. c'est pour soi, il n'implique que les États-Unis. Je ne parle pas de ça. Je viens de te le dire. Nous n'allons pas le faire. C'est fini. Ça n'arrivera pas. Nous n'allons pas nous faire avoir. Il n'y aura pas de guerre de l'OTAN contre la Russie parce que l'OTAN n'a absolument aucune capacité. Aucune. Zéro. Rien. Tout l'avantage est du côté de la Russie, clairement. Donc je ne perds pas trop de sommeil à ce sujet. Je m'inquiète davantage d'une confrontation stratégique entre les États-Unis et la Russie que d'une provocation européenne, parce que l'Europe est brisée. Ils sont brisés. Il n'y a pas aujourd'hui en Europe une armée capable de soutenir une campagne en Ukraine pendant plus d'un mois de manière significative. Logistique, logistique, logistique. Et sans les États-Unis, l'Europe ne peut rien faire. Rien du tout. 2000 soldats français, c'est de cela qu'ils parlent. 2000. L'Ukraine perd entre 2300 et 3000 soldats par jour. Donc la France est prête à fournir assez de troupes pour se sacrifier sur le champ de bataille pendant moins de 24 heures. Et c'est tout. Voilà l'engagement français. Et la Russie va perdre le sommeil à cause de ça. Non. Il ne se passera rien du côté de l'OTAN. Quand les drones ont survolé la Pologne, quelle a été la réponse allemande? 2 Typhoon. 2. Les Pays-Bas ont envoyé quoi? 2 F-35. La Grande-Bretagne les a fait voler. C'est tout. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que déployer des avions, c'est une capacité expéditionnaire. Cela signifie que vous devez quitter la base depuis laquelle vous opérez et aller vers une autre base prête à vous accueillir, à entretenir vos avions, à les ravitailler, à assurer tout le soutien nécessaire. Et l'Europe n'a absolument aucune capacité pour cela. Vous ne pouvez pas simplement prendre une escadrille française et la faire voler vers un aérodrome polonais pour y opérer, à moins d'y avoir une infrastructure française en place. Elle n'existe pas. C'est le défaut fatal de l'OTAN.
Autrefois, il y avait de l'interopérabilité. Dans les années 1980, l'OTAN était conçue pour être une force interopérable, de sorte qu'une base de l'OTAN en valait une autre, et ainsi de suite. Si vous deviez transférer une escadrille de F-15 de Spangdahlem à Bitburg, vous pouviez le faire sans hésiter. Les Allemands pouvaient déployer des F-104 sur n'importe quelle base, car l'infrastructure existait. Nous nous entraînions à le faire. À mesure que les divisions avançaient, les trains logistiques d'un corps pouvaient soutenir une division allemande, une division américaine ou une brigade britannique. Ils pouvaient tout faire, car nous nous étions entraînés de cette manière pour assurer l'interopérabilité. Aujourd'hui, il n'y a plus d'interopérabilité. Aucune. Une division polonaise nécessite un soutien et un maintien en conditions distinctes de ceux de la brigade américaine qui combat à ses côtés. Cela signifie que nous devons disposer de deux capacités logistiques parallèles opérant sur une seule ligne de communication. Comprenez-vous à quel point c'est fatalement stupide? Parce que si vous connaissez la logistique, vous savez de quoi je parle. Vous allez mettre beaucoup de camions, avec beaucoup de carburant et beaucoup de munitions sur une seule autoroute, et ils vont tous mourir. Quand cela arrivera, les troupes déployées en avant n'auront plus de carburant, plus de munitions, et elles se feront tuer. C'est la réalité de cette guerre. Pour que l'OTAN combatte la Russie, il faut passer par l'Ukraine pour atteindre la Russie. Ils n'y arriveront pas. Ils mourront avant d'y parvenir. C'est la réalité. L'OTAN est une plaisanterie. Ils ne s'entraînent pas pour faire cela, et ils n'ont pas le temps de s'entraîner pour le faire. Il nous a fallu des décennies d'efforts concertés, en dépensant des centaines de milliards de dollars pour former l'OTAN à devenir l'armée qui existait. L'alliance militaire qui existait à la fin des années 1980, la plus grande alliance militaire jamais créée. Rien ne s'en approchera jamais. Mais c'est fini, c'est terminé. L'OTAN d'aujourd'hui n'est plus cela. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils n'en ont plus la capacité et ils ne pourront jamais la reconstruire, car tout reposait sur la grande puissance des États-Unis d'Amérique. À l'époque où nous avions 300 000 soldats déployés en avant en Allemagne de l'Ouest, où nous avions des bases militaires partout en Allemagne de l'Ouest, tout cela n'existe plus aujourd'hui. Nous avons 30 000 soldats en Allemagne. Allons, voyons. Nous en avions 300 000, et nous pouvions en déployer immédiatement 250 000 de plus en 10 jours. Le matériel était déjà prépositionné en Allemagne. Il ne nous restait plus qu'à faire venir les troupes par avion, les faire rejoindre le matériel. Tout était entretenu, prêt à l'emploi. Démarrer le moteur, entièrement chargé pour le combat, partir en guerre. Nous ne pouvons plus faire ça aujourd'hui, pas même de près. Il faut 6 mois à une brigade américaine pour recevoir son ordre d'alerte, embarquer sur des navires et naviguer jusqu'à Hambourg. Ensuite, ils débarquent et se retrouvent coincés dans le système ferroviaire, car on ne peut pas franchir les frontières facilement. Il n'y a pas de contrôle douanier là-bas. Ils n'ont pas encore réglé ce problème. Les ponts, le rail, rien ne peut supporter le trafic militaire de nos jours. Rien. Autrefois, tout était conçu pour cela. Aujourd'hui, plus rien ne le permet. C'est une blague tragique, absolue. Les gens doivent donc arrêter d'attribuer à l'OTAN des capacités qui n'existent tout simplement pas. Peu m'importe combien de fois un ministre belge de la Défense veut bomber le torse et dire des absurdités. Il n'y a aujourd'hui qu'une seule armée en Europe capable de combattre les Russes, et c'est l'armée ukrainienne. Et elle se fait massacrer à raison de 2300 à 3000 hommes par jour. Scott, nous parlons de la perception du peuple russe. Tu sais, il y avait une sorte de débat, si tu te souviens, selon lequel les gens n'étaient pas satisfaits de la position que le président russe adoptait en réponse à l'Occident. Quelle était ta compréhension de la situation? Un débat?
Il n'y avait pas de débat en Russie à ma connaissance. Le débat avait lieu en Occident. Nous en parlions, mais nous ne savions rien de la Russie. Mais les personnes qui suivaient les médias russes me disaient Je pense que je connais un peu la Russie. Je ne vais pas accepter l'idée que je n'en sais rien. Je suis plutôt à l'aise avec mes connaissances sur la Russie. Bon sang. Bien plus à l'aise avec les conclusions auxquelles je suis parvenu qu'en écoutant Gilbert Doctorow, par exemple, ou Roberts ou ses autres détracteurs. Soyons aussi clairs que possible, parfaitement clairs. La Russie est une nation qui dispose d'une presse libre. Je sais que cela en surprendra beaucoup, mais il existe une blogosphère, des gens qui tiennent des blogs, et tout comme leurs homologues occidentaux, ils cherchent à attirer des clics. Ils veulent des vues. Ils tirent leurs revenus des clics, des vues et de la publicité. C'est pourquoi ils tiennent des propos controversés. Ils ont bâti leur réputation sur leur critique de ce qui se passe dans l'opération militaire spéciale. Beaucoup d'entre eux étaient proches de Prigojine et partageaient, disons, les arguments exagérés qu'il avançait pour condamner Shoigu et Gerasimov. Il s'est avéré que Shoigu et Gerasimov savaient en réalité ce qu'ils faisaient pour mener une guerre, et que c'était Prigojine qui était le méchant et l'idiot. Et ceux qui le soutenaient étaient tout aussi idiots. Il y a aussi une catégorie d'hommes d'affaires. Encore une fois, vous savez, je ne vais pas en parler. Disons simplement les choses ainsi. Si vous étiez journaliste à Moscou dans les années 1990 et que c'est là que vous aviez établi vos contacts, comprenez que ces contacts ne sont plus vraiment viables aujourd'hui. La plupart ont fui à Londres, aux États-Unis, à Paris et ainsi de suite. Ceux qui sont restés à Moscou constituent une minorité distincte. Il n'existe plus vraiment d'éléments politiques pro-occidental viables. Avant l'opération militaire spéciale, peut-être 15 à 20%. Surtout à Moscou et à Saint-Pétersbourg, s'opposaient discrètement aux politiques de Vladimir Poutine et soutenaient secrètement le programme réformiste de Navalny. Mais voyez-vous, Navalny était en réalité un agent du MI6 payé par Mikhail Khodorkovsky. Je vais probablement écorcher son nom. Bref, l'ancien oligarque arrêté par Poutine parce qu'il s'était mêlé de politique, envoyé en prison, Khodorkovsky, ou quelque chose comme ça. Ça commence par un K, ça se termine par ski, et il y a beaucoup entre les deux. Mais le fait est qu'il est aujourd'hui contrôlé par le MI6 et qu'il dirige diverses choses. Si tu répètes ça, tu es un imbécile, un sacré imbécile. Et pas seulement ça, tu es un idiot, parce que tu es censé être un expert de la Russie. Tu devrais connaître les origines de ce dont tu parles. Tu sais, recruter des amis russes dans les années 1990 était très facile, parce que tout le monde était fasciné par l'Occident. Ils voulaient tous traîner avec les Occidentaux. Essaye donc de recruter des amis russes aujourd'hui. Bonne chance. Ils ne sont plus séduits par l'Occident. Ils nous voient un peu tels que nous sommes. Et pensez qu'à une époque où le MI6 utilise la communauté d'affaires issue de l'immigration pour attiser les troubles et l'opposition, tu vas développer ton propre réseau de contacts d'affaires pro-occidentaux à Moscou qui te raconteront des choses sur la Russie. Eh bien, tu comprends la stupidité de cela. La Russie dispose d'un service de contre-espionnage très efficace. Et on ne joue pas à des jeux de chuchotement. Ce que tu fais à la place, c'est inventer des algorithmes stupides. Par exemple, oh, j'ai regardé la traduction russe de l'émission du juge Napolitano et j'ai lu les commentaires là-bas. Et j'ignore tout commentaire rédigé en mauvais russe, car ce sont des Russes stupides. Je ne prends en compte que les commentaires de personnes qui parlent bien le russe. Ce sont les commentaires de la classe supérieure. Ensuite, j'écarte tous les commentaires favorables à Poutine et je ne me concentre que sur la mince tranche de commentaires qui le condamnent, sans me soucier de leur origine, de qui ils sont ou de ce qu'ils représentent.
Et c'est ainsi que je forme mon jugement. Voilà, en résumé, l'analyse de Gilbert Doctorow. C'est ce qu'il a dit. Je ne dis pas « non ». Il n'existe aucune opposition à Vladimir Poutine d'importance politique. Vladimir Poutine est de loin le président le plus populaire que la Russie ait jamais eu. Son taux de popularité se situe dans les 80%. Maintenant, les gens disent « eh bien, c'est truqué ». Cela dépend de la question que vous posez. Je ne sais pas. Aimez-vous votre président? Oui. La vie est-elle meilleure aujourd'hui? Oui. Ce sont, à mon sens, les questions pertinentes. Et le peuple russe l'a élu, l'a réélu tout récemment, avec un pourcentage très élevé en temps de guerre, alors que la guerre ne se déroulait pas forcément très bien. Et ils ont dit, nous te faisons confiance pour apporter la victoire. Le peuple russe est déterminé à obtenir la victoire en Ukraine, sans limite de temps. Donc si vous avez des idiots finis, comme Doctorow et d'autres, qui insinue qu'il y aurait, en quelque sorte, un calendrier lié à cela. Que les Russes perdraient patience. Bon sang, ils ne connaissent rien à la Russie. Vous savez, il y a un vieux dicton à propos des Russes. Lent à harnacher, rapide à chevaucher. Les Russes sont patients. Il n'y a pas de vague d'antipoutinisme là-bas. Plus cette guerre dure, plus une chose revient dans la bouche de chaque Russe à qui j'ai parlé. Chaque Russe à qui j'ai parlé, c'est nous voulons la paix, mais d'abord la victoire. Nous voulons la paix, mais d'abord la victoire. Et quand on demande, eh bien, quand voulez-vous la victoire? La victoire viendra quand elle viendra. Et si vous ne dites pas cela, alors vous ne reflétez pas la grande majorité du peuple russe. Et pour tous ces types qui insinuent qu'il existe en Russie un mouvement populaire de quasi-intellectuels lassés de Poutine et menant quelque chose, c'est du pur bullshit à 110%. Scott, en étant en Russie et en parlant avec les gens là-bas, ont-ils le sentiment qu'il faut améliorer la relation entre la Russie et l'Europe? Ou considèrent-ils que l'Europe n'est plus un partenaire viable? Vous savez, il n'y a pas si longtemps que la Russie et l'Europe entretenaient des relations économiques viables. 4 ans. Et je mentirais si je disais qu'il n'y a pas une certaine affection pour l'Europe parmi les gens. Mais cette affection disparaît rapidement. Très rapidement. Tout d'abord, l'Europe est devenue en quelque sorte une société malade. La Russie n'est pas une nation parfaite. Elle a ses problèmes. Inutile de les souligner. Mais, vous savez, pour une nation qui se targue de grandes valeurs familiales, pourquoi y a-t-il autant de mères célibataires? Il y a des problèmes en Russie, tout comme il y en a partout ailleurs. Mais les Russes sont conscients de leurs problèmes. Je peux vous dire que je ne peux pas marcher dans les rues de Paris à minuit, au hasard, sans ressentir de la crainte. Il faut être prudent. Je ne peux pas marcher dans les rues d'aucune ville européenne après minuit sans être inquiet. Je ne peux pas non plus marcher dans les rues d'aucune ville américaine après minuit. Je pourrais marcher dans les rues de, eh bien, je sais qu'il y a un endroit à Moscou où je pourrais aller pour boire un verre. Enfin, je ne sais pas où c'est, mais je suppose simplement que comme partout ailleurs dans le monde, il y a de mauvais endroits. Mais je ne l'ai pas encore trouvé, et je ne le cherche pas. Moscou est une ville sûre, et cela reflète, eh bien, ce n'est pas seulement Moscou. Novosibirsk est une ville sûre. Irkoutsk est une ville sûre. Yekaterinbourg est une ville sûre. Kazan est une ville sûre. Volgograd est une ville sûre. Vous savez, Grozny est une ville très sûre. La Russie est une nation qui s'est ressaisie et elle s'améliore de plus en plus. Je veux dire, oui, elle est freinée par les sanctions. Ne faisons pas semblant que les sanctions n'ont pas de coût. Toute économie est censée fonctionner, vous savez, dans une certaine normalité des relations avec les économies voisines. Normalement, les transactions se font librement. Ici, la Russie est sanctionnée.
Elle ne peut pas fonctionner normalement. Son économie a dû s'adapter. Et nous parlons d'ajustements majeurs réalisés en très peu de temps. Mais l'économie russe est florissante. Vous savez, Donald Trump, le grand économiste américain, le président Scott Ritter, le secrétaire d'État, notre économie a cru de 1,6%. L'an dernier, la Russie a cru de 4%. Et cela sous sanctions. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que le peuple russe aimerait entretenir de bonnes relations avec l'Europe, mais il n'a plus le sentiment d'en avoir besoin. En fait, j'étais à l'hôtel Métropole, et pendant un bref et éclatant moment, c'était comme la Russie d'autrefois, car le Métropole était rempli de visages ronds. Vous savez, des Blancs venus d'Europe et d'Amérique qui venaient en Russie, comme nous le faisions dans le bon vieux temps. Les Européens, les Américains venaient en Russie pour rencontrer les Russes, et tout allait bien. L'hôtel ressemblait à celui des beaux jours. Puis, un par un, les visages ronds sont partis. Je me souviens être allé prendre mon petit déjeuner le dernier matin. J'étais le dernier visage rond au Métropole. Que des Chinois. Chaque table était occupée par des délégations chinoises. Et c'est ça, Moscou. Les Chinois sont là. Ce sont eux qui font des affaires avec les Russes. Maintenant, diriez-vous que la Russie préférerait faire des affaires avec les Européens? Peut-être il y a 2 ans. Aujourd'hui, pourquoi? Qu'est-ce que l'Europe a à offrir? Rien. Ce sont des économies effondrées, des sociétés en échec. La Chine est le cœur économique du monde. La Russie entretient de bonnes relations avec les Chinois. C'est un changement stratégique dans la manière de penser. Les Chinois sont partout. Les voitures chinoises sont partout. La Chine est partout. Et tous ceux qui essayent de dire, eh bien, les Chinois ne produisent pas de bonnes choses. Ils produisent des choses sacrément bonnes. Leurs produits fonctionnent. Ils sont de haute qualité. Et la Russie s'y habitue. Il fut un temps où les Russes auraient préféré mourir plutôt que d'acheter quelque chose portant la mention « fabriqué en Chine ». Aujourd'hui, ils sont heureux d'acheter quelque chose fabriqué en Chine parce que c'est de bonne qualité. Et surtout, les Chinois sont leurs amis. Peux-tu dire cela des Européens? Non. Peux-tu le dire des Américains? Malheureusement, non. Les Chinois sont là pour faire des affaires, mais pour faire des affaires en amis. Ils n'essaient pas de t'imposer quoi que ce soit. Il n'y a pas de sanctions chinoises contre la Russie. Les Chinois sont là pour conclure un contrat commercial. Maintenant, ils négocient durement, ils sont exigeants. Je ne dis pas que les Chinois offrent de bonnes affaires aux Russes, mais les Russes le savent et ils concluent les accords qu'ils doivent conclure. Mais non, la Russie n'a absolument pas besoin de l'Europe. Elle ne veut pas de l'Europe. Je veux dire, si un jour les relations s'améliorent, l'Europe devra simplement attendre son tour. Il n'y aura pas de « Oh, vous êtes Européens, passez devant ». Et l'Amérique est en train de perdre cette occasion. Il y a une fenêtre limitée pendant laquelle, si nous améliorons nos relations avec la Russie, nous pourrions être invités à passer devant dans certaines files. Mais je pense que nous avons déjà manqué cette occasion, à cause du durcissement de la position russe envers les États-Unis, pour inverser la situation, comme je l'ai déjà dit, en disant « Non, ce n'est pas à nous de proposer une option viable pour la paix. C'est à vous de le faire. Et tant que vous ne le ferez pas, nous ne voulons pas vous rencontrer. » C'est une nouvelle réalité. C'est un durcissement de leur position. Cela reflète le fait que la Russie n'a pas besoin des États-Unis. Et nous venons de le prouver. Nous avons sanctionné leurs 2 plus grands producteurs de pétrole. Est-ce un acte d'amitié? Est-ce quelque chose qui va pousser les Russes à dire « Nous voulons vraiment faire affaire avec vous » ? Non. La Russie veut faire affaire avec le peuple chinois. Une économie qui a besoin d'énergie est prête à acheter cette énergie à la Russie, même à prix réduit. Ce n'est pas un problème. Au moins la Russie fait des affaires. Considère-t-il que la fenêtre de partenariat avec les États-Unis est encore ouverte?
ou ont-ils le sentiment qu'elle est en train de disparaître? Il semble que Donald Trump ait représenté une forme de changement dans la manière dont la Russie perçoit les États-Unis. Ils ont vu en lui quelqu'un avec qui ils pouvaient dialoguer, ce qui constituait, après tout, un changement majeur. Which was a huge change after all. I think we have to. Je pense que nous devons être prudents ici. Les Russes sont très pragmatiques, très réalistes. Lorsque j'ai parlé avec Anatoly Antonov, qui était l'ambassadeur de Russie aux États-Unis, nous déjeunions parfois ensemble. Et la seule chose qu'il a dite en parlant de la politique américaine, c'était « Nous ne nous soucions pas vraiment de qui gagne. Ce que nous voulons, c'est de la prévisibilité. Peu importe qui l'emporte, il faut simplement être prévisible, car ainsi nous saurons d'où vous venez. Soyez prévisible pour nous ou contre nous. Mais dans tous les cas, nous élaborerons une politique en réponse qui nous permettra de faire de la planification stratégique et des choses de ce genre. Ce que nous ne voulons pas, c'est de l'imprévisibilité. Eh bien, Donald Trump est littéralement la chose la plus imprévisible qui leur soit arrivée en politique. Les Russes, bien sûr, ont dû s'adapter à cela. Je ne vais pas prêter des paroles au gouvernement russe. Ce n'est pas mon rôle. Ils peuvent s'exprimer eux-mêmes. Je dirais ceci. D'après ce que j'ai compris, les Russes ont dit ce qu'il fallait dire pour créer la possibilité de meilleures relations entre les États-Unis et la Russie. Mais ils n'ont fondamentalement rien changé à leur manière de faire des affaires ou de fonctionner. Donc, même s'ils ont parlé de créer une opportunité pour de meilleures relations, le fait que les États-Unis n'aient pas su en tirer parti n'a eu aucun impact significatif sur la Russie, car la Russie n'a modifié aucune de ses réalités fondamentales sous-jacentes. La Russie n'a pas changé son approche de la dissuasion nucléaire stratégique. La Russie n'a pas modifié ses priorités économiques. La Russie n'a rien changé du tout. La réalité de la Russie a toujours été de s'appuyer sur les faits, pas sur la théorie. Et le potentiel d'une amélioration des relations entre les États-Unis et la Russie reste purement théorique. Rien de concret n'a vu le jour, au grand désarroi de nombreux diplomates russes qui ont déclaré « Nous attendons que les États-Unis fassent quelque chose. Nous entendons des mots, mais rien ne se passe de fondamental ou de perceptible. » Je ne pense donc pas que les Russes s'en soucient vraiment. Je pense qu'ils en ont assez de Donald Trump. Ils ne le diront pas, car ils sont diplomates et espèrent toujours de meilleures relations. Mais le durcissement de la position russe, ce renversement de perspective, signifie qu'ils ne disent plus « Nous sommes prêts à travailler avec les États-Unis sur ce sujet ». Désormais, c'est « Les États-Unis doivent commencer à travailler avec la Russie ». Et c'est le signal que la Russie a envoyé. Je pense qu'il est important qu'il l'ait fait, car il y avait une reconnaissance du fait que les propos de la Russie étaient mal interprétés par les États-Unis comme un signe de faiblesse. Non pas parce que la Russie était faible, mais parce que cela permettait à des gens comme Marco Rubio, Keith Kellogg et Scott Bessent de dire « Oh, voyez, les Russes n'adoptent pas une position ferme. » Cela doit vouloir dire qu'ils sont désespérés de trouver la paix. Donc, nous devons simplement redoubler d'efforts. Et les Russes ont dit, nous n'avons rien changé. Ils n'ont pas ralenti leur offensive. Ils n'ont pas cessé de bombarder, ils n'ont rien arrêté du tout. En fait, ils ont appuyé à fond sur l'accélérateur. Mais Keith Kellogg et tous les autres disaient, non, Poutine est faible. Ceci, cela, tu vois, des idiots comme Gilbert Doctorow, il est faible. Rien à voir avec ça. Les Russes ont essentiellement dit, non, nous allons envoyer un autre signal aux États-Unis. Nous avons fini de jouer à des jeux stupides. Quand vous serez prêts à nous parler, venez nous voir. Nous serons plus qu'heureux de vous recevoir. Mais c'est à vous de proposer des plans. Washington comprend-il à quel point le partenariat entre la Russie et la Chine est profond?
Russia and China. They're about to get a lesson. I think, Ils sont sur le point de recevoir une leçon. Je pense que Trump doit rencontrer Xi Jinping dans un avenir proche, et je crois qu'il va se faire remettre à sa place, car les Chinois, à mon avis, ne vont céder sur rien. En fait, ils vont redoubler d'efforts sur les minéraux rares, et ils vont dire à Trump d'aller se faire voir en ce qui concerne le pétrole russe. Je pense qu'ils vont aussi dire que toute sanction secondaire contre la Chine à propos du pétrole russe entraînera de graves conséquences pour tout le reste, qu'il ne peut pas y avoir de relation commerciale avec la menace de sanctions secondaires planant sur la Chine, et que la Chine ne permettra pas que ses besoins en sécurité énergétique soient subordonnés aux caprices d'un gouvernement américain. Maintenant, ce que fera Trump, je n'en sais rien. now what Trump does, I don't know. He's got, Rubio and Bessent are two, Il a, tu sais, Rubio et Bessent, deux idiots qui lui soufflent de mauvais conseils à l'oreille. Espérons que Donald Trump prenne le taureau par les cornes et mette fin à une partie de ses absurdités. Il s'en sort en intimidant l'Inde dans une certaine mesure, mais même le gouvernement indien a déclaré que les achats d'État de pétrole russe se poursuivraient. Ils ne peuvent pas contrôler ce qui se passe avec les entreprises indiennes privées, comme Reliance, je crois que c'est le nom, le plus grand acheteur privé. Tu sais, ils ont mis cela en pause parce qu'ils sont inquiets des sanctions secondaires. L'Inde n'a pas le même levier sur l'économie américaine que la Chine. Donc l'Inde doit jouer un certain jeu. Mais même l'Inde ne va pas se détourner de la Russie. Regardez, elle vient de signer d'importants contrats avec la Russie dans le domaine de l'aviation. Les Russes ont construit un avion de ligne russe entièrement composé de pièces russes. Merci, l'Amérique. Je suis sûr que Boeing est ravi que la Russie se soit désormais affranchie de la nécessité d'entretenir une relation contractuelle continue avec Boeing. Même chose pour Airbus. La Russie produira son propre avion de ligne et l'Inde va maintenant aider la Russie à cet égard. Donc vous savez, Trump va se retrouver confronté à la réalité. Il ne peut pas dicter les résultats, surtout à une nation comme la Chine, qui détient en fait toutes les cartes. Voici ce qu'a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergei Ryabkov à propos de la situation, le partenariat, le type de relation entre l'Iran et la Russie. Non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe, au sein de l'Union européenne, ils utilisent cela comme prétexte pour intimider, pour recourir à la puissance militaire contre l'Iran, ce que nous condamnons fermement. Nous restons main dans la main, côte à côte avec l'Iran, et cela restera ainsi à l'avenir. Nous sommes très reconnaissants de tout le soutien que nous recevons de l'Iran, sur le plan politique et autrement. C'est important en cette période difficile. Oui, il parle de se tenir côte à côte, main dans la main avec les Iraniens. Et je sais, d'après les médias iraniens, j'ai appris que si l'on suit les médias iraniens, on voit ces personnes qui souhaitent une meilleure relation entre l'Iran et les États-Unis. Elles sont acculées en ce moment. Elles perdent leur influence. Leur discours s'affaiblit au fil du temps et l'Iran se rapproche considérablement de la Russie et de la Chine. Oui. L'autre chose que nous devons comprendre, c'est que, vous savez, pendant la guerre de 12 jours, c'est l'Iran qui n'a pas ratifié l'accord cadre stratégique avec la Russie. Beaucoup de gens disaient « Oh, regardez, la Russie n'est pas un partenaire fiable. Ils n'ont pas fait ceci, cela ou autre chose. » Non, c'est l'Iran qui a échoué à le faire, ce qui a d'ailleurs été confirmé par l'un des principaux responsables iraniens. Ali Shamkhani était le principal négociateur avec les États-Unis. Allez-y. Oui, mais la raison, c'est qu'il gardait la porte ouverte à de meilleures relations. Je veux dire, mais où cela les a-t-il menés?
de fausses négociations qui les ont préparés à une attaque préventive d'Israël, laquelle a tué des membres importants de leur direction militaire, tenté de tuer le président, tenté de tuer le guide suprême. Voilà ce que de bonnes relations avec les États-Unis vous apportent. Et je pense que l'Iran a été secoué par une onde de choc. Une révélation que l'Amérique est l'allié le moins fiable qu'on puisse souhaiter. Et ce n'est pas juste de dire aux Russes « Oh, vous n'étiez pas un bon allié parce que vous ne vous êtes pas mobilisé pour cela. » Eh bien, vous n'avez pas ratifié le fichu accord. Maintenant, il est ratifié. Maintenant, c'est un accord. Et maintenant, regardez ce que font les Russes. Et encore une fois, l'un des exemples les plus clairs de cela est que, parce que les Iraniens n'ont pas agi assez tôt, la Russie est maintenant en train de rattraper son retard. L'idée est de renforcer l'Iran au point qu'il existe une dissuasion efficace contre la poursuite des attaques d'Israël et des États-Unis. L'une des principales faiblesses de l'Iran concernait la puissance aérienne, des chasseurs modernes capables d'un engagement significatif. Nous savons, je ne sais pas si vous avez vu les différentes interviews à la télévision iranienne avec les pilotes, comment ils parlaient de verrouiller les avions israéliens et de les forcer à rompre le contact. C'est une chose, mais ils n'étaient pas réellement capables de les menacer. Je veux dire, ils n'ont abattu aucun avion israélien, mais ils ont pu réagir, se rapprocher, verrouiller avec le radar et forcer les Israéliens à interrompre leur profil d'attaque. Ce qui appelle l'assaut. Mais ils ont besoin d'une meilleure catégorie d'avions. La Russie a promis, je crois, le chasseur Su-35 à l'Iran. Mais vous savez, on ne peut pas simplement claquer des doigts et faire en sorte que cela se réalise. Cela demande de la formation et de la préparation. Il y a des réalités de production. Et le Su-35 est un avion très demandé en ce moment à cause du conflit en Ukraine, etc. Mais la Russie travaille avec les Iraniens pour livrer le Su-35 là-bas. On ne veut pas déployer prématurément un appareil aussi coûteux dans un pays pour qu'il soit ensuite détruit sur la piste, s'écrase lors d'un mauvais exercice d'entraînement ou soit abattu parce qu'ils ne savent pas encore pleinement utiliser l'avion. Ce que la Russie a fait, en revanche, c'est fournir des avions MiG-29 avancés provenant d'escadrons de première ligne russes. C'est ce que les gens doivent comprendre. Il ne s'agit pas d'avions sortis de la réserve et remis en état à la hâte. Ce sont les meilleurs MiG-29 que l'armée de l'air russe utilise. Des MiG-29 que la Russie engagerait au combat contre l'OTAN si elle en recevait l'ordre. Et la Russie a détourné ses chasseurs de première ligne vers l'Iran, où ils volent aujourd'hui au-dessus de Téhéran, bouclant ce point d'accès à la mer Caspienne qu'utilisent les Israéliens lorsqu'ils passent par l'Azerbaïdjan pour entrer. C'est une manœuvre qui change la donne, ce que fait la Russie. La Russie est un bon allié. Désormais, la Russie et l'Iran ont, je suppose, finalisé cette nouvelle route commerciale dont ils parlent, de Saint-Pétersbourg jusqu'à Chabahar ou Bandar Abbas. Je pense que c'est Chabahar. Vous savez, la ligne ferroviaire utilisant la connectivité de la mer Caspienne, c'est une question de niveau stratégique. Cela va créer des lignes de communication intérieures. Pour ceux qui étudient la logistique, cela signifie que la Russie et l'Iran pourront entretenir des échanges économiques sans craindre d'interdiction sur des lignes étrangères. Vous ne verrez pas la marine des États-Unis arrêter des navires ou imposer un blocus. Ce sont des lignes de communication internes. Il en va de même pour la Chine. La Chine dispose désormais de lignes de communication internes avec l'Iran qui ne peuvent pas être interceptées par l'Occident. C'est une bonne nouvelle pour l'Iran. C'est le pivot stratégique vers l'Est dont l'Iran parle depuis des décennies et qui devient maintenant une réalité. Et malheureusement pour ces gens-là, vous savez, je ne peux pas les condamner. Je suis américain, j'aimerais avoir de bonnes relations avec l'Iran. Et je ne peux pas condamner les Iraniens de vouloir de bonnes relations avec l'Occident.
Mais après la guerre de 12 jours, si vous croyez encore que l'Occident est un partenaire fiable, alors vous avez un problème. À ce moment-là, je me dis que vous allez au-delà du simple vœu pieux. Et peut-être que vous ne pensez pas aux meilleurs intérêts de l'Iran. Peut-être que vous travaillez pour quelqu'un d'autre, car aucun esprit logique aujourd'hui ne peut raisonnablement affirmer que les États-Unis et l'Europe conviennent mieux à l'Iran que la Russie ou la Chine. Aujourd'hui, Donald Trump a dit, Scott a dit, que rien ne mettrait en péril le cessez-le-feu à Gaza. Mais en regardant la situation, Israël attaque, et Rubio dit qu'ils se défendent. Quel genre de cessez-le-feu est-ce là? Ce n'est pas un cessez-le-feu. On ne peut pas avoir de cessez-le-feu si un camp peut le violer à tout moment, sous n'importe quel prétexte, puis prétendre qu'il ne l'a pas violé. Je veux dire, les Israéliens ont utilisé un prétexte fabriqué. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Rafah. Ils disent qu'un soldat israélien a été attaqué, mais il est clair pour presque tout le monde que le Hamas n'a pas de présence à Rafah. Donc, qui que soit l'auteur de cette attaque contre le soldat israélien, si une telle attaque a réellement eu lieu, ce n'était pas le Hamas. Et pourtant, Israël a ensuite lancé une frappe majeure et tué une centaine d'enfants. Est-ce cela, la centaine d'enfants? Ils ont affirmé, « Nous n'avons pas violé le cessez-le-feu et nous sommes prêts à continuer. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas recourir volontairement à la force et ensuite prétendre que le cessez-le-feu est toujours respecté. La question est donc la suivante. Donald Trump est-il un participant conscient de cette malversation d'Israël ou va-t-il demander des comptes à Israël? D'après ce que je comprends, Benjamin Netanyahou a contacté Donald Trump et l'a informé de son intention de faire cela, et Donald Trump n'a rien fait pour le dissuader. En fait, ils ont soutenu l'action israélienne. Il n'y a donc pas de cessez-le-feu. C'est une plaisanterie. Nous devons maintenant nous fier aux propos de Ben Gvir et d'autres, qui disaient que tout cet accord visait simplement à récupérer les otages, à éliminer le cauchemar politique du gouvernement Netanyahou. Maintenant, ils vont y aller et terminer le travail. Et si c'est le cas, alors cet accord n'aboutira jamais. Tom Brock dit que le dernier avertissement adressé au gouvernement libanais est que s'il ne désarme pas le Hezbollah, Israël le fera par la force. Ils feront ce qu'ils veulent. Mais comment pourraient-ils réellement désarmer le Hezbollah par la force? Est-ce même possible? Vous savez, après la décapitation, ils ont attaqué le sud du Liban. Ils n'ont pas pu avancer et ont fini par demander un cessez-le-feu, avant la chute d'Assad, si vous vous souvenez. Alors, Israël est-il vraiment capable de désarmer le Hezbollah? Non. Israël est capable de faire exploser des bâtiments libanais, de tuer des civils libanais, de causer du tort au Liban. Ils sont capables d'endommager une partie de l'infrastructure du Hezbollah. Mais au bout du compte, le Hezbollah est une organisation de résistance et elle résistera à l'agression israélienne. Elle n'est peut-être plus aussi forte qu'autrefois. Je crois qu'Israël a réussi à détruire une partie, peut-être même une part importante, de la capacité de riposte stratégique du Hezbollah. Mais lorsqu'il s'agit de défendre le sol du sud du Liban contre les occupants israéliens, il n'existe pas de force meilleure que le Hezbollah. Ils l'ont déjà prouvé. Ils ont vaincu Israël. Ils ont forcé Israël à se retirer. Et ils le forceront à se retirer à nouveau si c'est la voie qu'Israël choisit. Penses-tu que Tom Brock fait partie de ceux qui réfléchissent réellement aux politiques des États-Unis au Moyen-Orient, ou se contente-t-il simplement de répéter ce qu'on lui a dit? Qui est Tom Brock? Quelle est sa fonction? Et quelle importance a-t-il parmi les décideurs, dans l'esprit de ces décideurs aux États-Unis? Tom Barak est un homme d'affaires
qui a été nommé, je crois, ambassadeur en Turquie. Ensuite, il a assumé plusieurs autres responsabilités, notamment celle d'envoyé spécial pour la Syrie, s'occupant de la situation syrienne et libanaise. Il s'est également mêlé du conflit arméno-azerbaïdjanais. Il a donc endossé une sorte de rôle de tsar régional. Je pense qu'il a l'oreille du président et qu'il en est un bon porte-parole. Mais l'idée que Tom Barrack prenne des décisions pouvant entraîner un recours à la force militaire est totalement absurde. Tom Barrack n'est pas un décideur. Tom Barrack est un porte-parole, rien de plus. Les décideurs sont Donald Trump ou Marco Rubio. Je ne dis pas que Barrack est déconnecté de la réalité. Les déclarations qu'il fait peuvent refléter le sentiment politique réel des États-Unis. Mais Tom Barrack ne décroche pas le téléphone pour dire « déchaîner l'enfer ». Cette décision revient au président des États-Unis, au secrétaire d'État et au secrétaire à la Défense. Merci beaucoup, Scott, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Thanks for having me. Merci de m'avoir invité.